Bonjour, en premier lieu, je voudrais remercier Madame Miquelval pour son invitation. Je suis très honoré d'être ici et de participer à ce magnifique colloque et de réfléchir sur le sujet de la solitude d'après mes courts-métrages et documentaires intitulés Besant Printemps Rose et Les Printemps Roses en Espagne. Ces films sont partis d'un projet transmédia et documentaire que j'ai développé de 2014 à 2018 et chaque année, nous avons filmé la situation de la communauté LGBTQ+, dans plusieurs pays. La Tunisie, la Russie, le Mexique, le Brésil et finalement l'Espagne. Une situation qui varie d'un pays à l'autre, mais qui présente beaucoup de similitudes, en particulier en termes de violences physiques ou symboliques contre les membres de cette communauté. Je vous laisse à présent visionner le documentaire. À tout de suite. Llegan de diferentes lugares del mundo y de nuestro país para celebrar, dicen, que hoy es el Día de la Igualdad de Derechos. Es la manifestación más importante y más numerosa de Europa. Todos los grupos políticos se han sumado hoy a las reivindicaciones de los colectivos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. La sociedad está cambiando y cada vez acepta más las diferencias. Este año los protagonistas son los bisexuales. La transexualidad deja de ser considerada una patología. Se trata de medidas para visibilizar la diversidad sexual y luchar contra la discriminación. Este año el lema Jóvenes sin armarios reclaman el derecho de la juventud de vivir libremente su orientación sexual sin discriminación. Empecé a hacer deporte, pues a raíz de que tuve un accidente, perdí la pierna izquierda y el de la ortopedia, tú eres arañado para hacer deporte, conozco a un amigo que tiene bicicletas para minusválidos y tú vas y los crujes. Digo, bueno, pues vamos a ver lo que pasa, venga, vamos. Empecé un par de meses a entrenar por mi cuenta sin tener mucha experiencia en el tema. Luego vino el Canal Sur, hizo un reportaje y me localizó un equipo de Sevilla que se llama Banón. Y ya al segundo año, al tercer año, empecé a cosechar éxito. Ya campeón de Europa, gané la vida, por internacionales, campeón de España, campeón de Andalucía, récords mundiales, haciendo historia, en fin. Mi minusvalía me ha enseñado, te enseña a superarte y a demostrarle que no te tiene que debilitar, tiene que hacer mucho más fuerte. Chorro pata, que sale de ahí. Hostia, macho. Se mofaron primero, se rieron de que me faltaba una pierna. Segundo, hubo homofobia hacia mí, porque como soy gay, ¿dónde va el maricón este, no? ¿Qué va a hacer este, no? Y tercero, se reían porque se creían que no iba a llegar a nada. Entonces, yo no me peleé con ellos ni les dije nada, simplemente me callé, que he demostrado que he alcanzado lo que mucha gente ni en sueños la ha hecho. Simplemente echarle huevo a la vida. Ese es el problema. Que no somos capaces de decir, soy gay, soy bisexual, pero hay que saber reconocer lo que uno es. Y lo que diga la gente, que digan lo que quieran, yo soy feliz como yo soy, pues ya está. El deporte sigue dentro del armario porque deportes que mueven muchísimo dinero, lo que quieren vender es imagen de personas perfectas, que todo es perfecto y toda una vida en orden, como digamos, como ellos lo ven que es en orden. Aquellos Bejarín y Benalúa, Uruyena. No, yo lo tuve claro, yo en el momento que lo vi excesivo, lo hice público, me daba abierto. Ya está, yo no tengo ningún problema, el que quiera ser mi amigo que sea y el que no, que pille la puerta. El camino, que hay mucho camino. Mi transición la estoy viendo de una manera muy positiva. Ojalá todas las personas trans pudieran vivir esta sensación que yo tengo de normalidad, de tranquilidad y de paz, ¿no? 1, 2, 3... No sé si lo que voy a decir es una barbaridad, pero da la sensación como que ha habido una serie de oleadas, ¿no? Los 80-90 fueron los gays, en los 90-2000 las lesbianas, y ahora nos está tocando a las trans.
esquizofrénico vivir ya como mujer, sentirte mujer y a trabajar de hombre, y además que ya lo sepan. Yo era profesor entonces, ¿no? Vivía como hombre y entonces había dos maneras de hacerlo. Una, vestirme de la noche a la mañana de mujer y decir yo soy así y a quien le guste bien, quien no pues también, o como yo lo hice. Yo empecé contándoselo a mis hermanos, amigos más cercanos, luego mucho tiempo después y tragando mucha saliva a mis padres, y todo afortunadamente muy bien. Y después se lo conté a los compañeros. Fui, no uno a uno, pero fui de 3 en 3, de 4 en 4, porque yo creo en la información. Yo creo que hay que hablar las cosas. Los niños, cuando yo llegué el primer día, pues yo entré a mi clase y dije, bueno chicos, esto es lo que hablamos el otro día. Porque yo antes de dar el paso, les expliqué en clase, les dije preguntad lo que queráis preguntar, que yo responderé lo que quiera responder. Y muy bien, mucho cariño. Una alumna incluso se echó a llorar porque decía que me tenía mucho aprecio y no quería que yo sufriera. Yo soy funcionaria y a mí no me pueden echar de mi trabajo. Cosa diferente sería si yo trabajara en la empresa privada. Pero en fin, muy bien, en el trabajo la verdad es que tengo suerte. Lo que me ha llegado a mí, yo sí es verdad que en el trabajo siempre he dado respeto, muchísimo respeto. Yo lo que no puedo comprender es cómo alguien se puede sentir herido porque otra persona exista. Cómo yo, por ser yo mujer, alguien se puede sentir herido. Se han registrado 111 agresiones a personas LGTB en lo que va de año solo en Madrid. Con el lema de este año, se pretende concienciar a la sociedad sobre el acoso que sufren los adolescentes homosexuales, transexuales y bisexuales en los centros educativos. Reclaman el derecho de la juventud de vivir libremente su orientación sexual sin discriminación. Según la última encuesta del Instituto de la Juventud, un 77% de jóvenes ha escuchado insultos contra este colectivo y un 18% ha presenciado golpes y empujones. Diferentes asociaciones y grupos piden simplemente igualdad y respeto. Hay estadísticas que dicen que España es el país del mundo donde hay mayor aceptación de la homosexualidad. Por una parte sí es cierto, pero yo eso lo cogería entre comillas, porque es una aceptación muy superficial. Rascas un poco en esa aceptación y te ves retazos de intolerancia por todos lados. Es más bien una tolerancia mientras no molestes, una tolerancia mientras no muestres tus sentimientos o tu muestra de cariño en público, y más cuando te sales de las grandes ciudades. A mí me asombra ver a un chico con una peluca rosa en tacones y en tanga, pues me asombra. Entonces parece que no puedes mirar con asombro porque está siendo homófobo, ¿no? Entonces yo creo que como homosexual se puede reivindicar los derechos, pero no creo que sea obligatorio tener que exponer al resto de la población a ver cosas que, oye, yo tengo libertad para decidir si me parece desagradable o no, ¿no? Yo creo que incluso muchos gays estarán en contra de toda esa escenificación loca, porque al final es muy loca, que da una imagen bastante, yo creo, diferente a las reivindicaciones reales que puedan tener los gays. Y yo sinceramente no quiero que mi hijo hubiera visto ese espectáculo, porque al final es un espectáculo. Hogar Social Madrid surge en 2014, en agosto, en el contexto de la crisis económica que estábamos sufriendo, y decidimos ocupar un edificio en el madrileño barrio de Tetuán para acoger a personas que se encontraban en situación de calle y dar alimentos a españoles necesitados que en ese momento estaban atravesando una muy mala época económica.
La verdad es que nosotros, en cuanto al tema de la sexualidad, tampoco nos hemos pronunciado nunca, ¿no? De hecho, me resulta bastante gracioso que muchas veces se nos haya acusado de homófobos cuando nunca nos hemos pronunciado en cuanto a todo el tema de la homosexualidad. Nosotros, en cuanto a eso, hemos ayudado a gente gay, ¿no? O sea, al final no hemos llegado a preguntar, ¿no?, con quién te acuestas, porque creo que es una cosa personal, individual. Pero bueno. Vamos a... Las principales amenazas son sobre todo una parte conservadora que está haciendo una política muy agresiva, muy insultante y donde está incitando incluso a que no se acaten las leyes que se están aprobando. Otra amenaza son determinados minorías ultraconservadoras, incluso parte de los grupos violentos neonazis, que también tienen una actitud muy intolerante y agresiva contra el colectivo. El colectivo LGTBI es, yo creo, uno de los mayores lobbies que existen a día de hoy. Yo creo que puedes defender tus derechos ciudadanos, tus derechos civiles, pero creo que es muy diferente la homosexualidad con el homosexualismo, que es lo que vivimos a día de hoy, ¿no? Esa necesidad imperiosa de tratar de imponer una forma de ver las cosas y de que el resto de gente lo tenga que ver o participar de ello, y si no, enseguida eres señalado. A nosotros nos preocupa que, arropados en el anonimato, haya cada vez más comportamientos intolerantes, insultantes y menospreciantes hacia la comunidad LGTBI, incluso con amenazas de muerte. A día de hoy muchos homosexuales no es que hayan nacido así o que sea una cuestión irreparable, sino que muchos homosexuales son así por moda, ¿no? Hay una mayor tasa de suicidio entre adolescentes jóvenes LGTBI que entre la población en general. Es una de las asignaturas pendientes que tiene el sistema educativo en España, donde los profesores y la dirección no prestan atención a que ese bullying y ese acoso que sufren las personas LGTBI es un tema muy importante. Ha cambiado mucho en los 30 últimos años, pero eso no quiere decir que esté todo el trabajo hecho. Sigue habiendo miedo en el colectivo docente, tanto homosexuales, y ahí meto a hombres y a mujeres, lesbianas, gays, como a bisexuales, transexuales, etcétera, etcétera, y a quienes tienen algún puesto de responsabilidad social, bien sea en la enseñanza o en lo que sea. No hay que tener miedo porque tenemos unas leyes bastante buenas. Pasaba casualmente por esta plaza y la vista se me fue, curiosamente, al sitio donde estaba mi nombre, José María. ¿Qué pasa aquí? Me acerco y me encuentro que decía: no queremos al maestro José María porque es maricón. Dije yo, no, esto hay que darle una solución, porque si no se respeta a los profesores, a los maestros, a los compañeros menos. Los alumnos, y después de hablar con ellos al día siguiente, a los 2 días, vinieron los mismos aquí y escribieron una frase disculpándose, pidiéndome perdón. Cosa que dije, bueno, eso me gusta porque han recapacitado, han aprendido, que es de lo que se trata, de que aprendan a respetar a las personas. Yo ahora procuro salir del armario, es decir, procuro dar la cara, mostrarme cómo soy, siempre que lo veo necesario. Pues no deseo que ni mis alumnos ni otras personas se crean únicos, que era lo que yo sentía. Me sentía único, raro y fuera de la normalidad. Entonces no deseo que nadie pase por esa situación.
Yo he intentado que venga alguna asociación a dar alguna charla. José María, tú no sabes cómo es la gente de este sitio. Se puede armar un jaleo muy grande. Y yo digo, pero bueno, si aquí en este sitio todo el mundo sabe que yo soy gay, que estoy fuera del armario y no ha pasado absolutamente nada, porque a los niños se les explique que tienen que respetar a las personas con otra orientación sexual, que no tienen que acosarlos. Hombre, tú no sabes cómo es la gente, no, tú es que estás muy sensibilizado con el tema. Sí, estoy sensibilizado, soy humano. Un alumno hace ya bastantes años que dejó de participar en la mayoría de las actividades con sus compañeros, que se le notaba en la cara los rasgos de la depresión. Le preguntábamos, ¿qué es lo que te pasa? Y no decía nada. No, pues nada, pero se le notaba clarísimamente. Aproximadamente un mes estábamos preguntándole a todos y nadie sabía nada. Es que se meten con él porque tiene pluma. Le dicen palabrotas y claro, vosotros los maestros no os enteráis. Pero el sufrimiento que había tenido el niño se quedó con él porque ese tiempo que estuvo pasándolo mal, pues ya no se lo quitó nadie. Bueno, yo soy Raquel, la madre de un hijo homosexual. A ver, es que no sé ni cómo explicarlo. Mi hijo empezó con el bullying desde los 5 años. Y desde los 5 hasta los 17 lo ha sufrido. Son muchos años. Llegó un punto en el que ya no podía más, ya hay que luchar para adelante, no para atrás. A lo primero, cuando era pequeño, te decía, mamá, me han dicho... Decía, ¿cómo puede ser que haya otros niños que sean...? No es que no lo creyeran, pero que te quedas como diciendo, no puede ser, si yo estoy enseñando a mi hijo, educando, estoy intentando... Y entonces, como él era bueno, era buena gente, no se metía con nadie, no jugaba a las peleitas, no jugaba, pues siempre lo han tenido por la parte débil, siempre que se piensan que es el débil. Los padres somos los que tenemos que educar a los hijos, sin ofender a nadie. Es horroroso ver que hay otros padres que eso lo consienten, que lo defienden inclusive porque le echan las culpas a los demás. Aquí han venido, debajo de mi balcón, han venido a insultármelo, a amenazármelo. Y luego cuando ya le pegaron, eso va a ser ahora 2 años. Miedo he tenido. Mucho miedo. Pero cuando tú ves a tu hijo que lo estás viendo con problemas, lo estás viendo con dificultad y te cuesta trabajo, lo estás perdiendo, lo que sientes en ese momento no se puede explicar. Que esto es un camino muy largo, que cuesta mucho trabajo, que ha costado mucho trabajo, que hoy en día muere gente por ser diferente. No es que no eres diferente, no eres diferente. Y simplemente por eso te quitan del medio, te pegan, te matan. No lo veo lógico. El pasado 11 de abril, Carla no acudió al colegio. Su madre ya sabía que la niña tenía problemas en el colegio y había solicitado consulta con una psicóloga. Una de las denunciadas reconoce haber insultado y pegado a la fallecida. Carla no aguantó la presión a la que le estaban sometiendo y se arrojó desde un acantilado.
Maintenant, le deuxième court-métrage. Alors, dis-moi la condition pour les documentaires, qui sont absolument nécessaires. That story of self-determination began 6 months ago in Tunisia. On December 17th, a young vendor named Mohamed Al-Bouazizi, probably the person who changed the world the most in 2011. Au début, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi que les films soient, ou les documentaires soient filmés de cette façon. Bon, je vois que c'est pas nécessaire de citer mon nom ni les détails, mais je peux dire que j'ai 18 ans. On doit être discret pour pouvoir vivre. Bon, non pas vivre, mais éviter les problèmes. Donc, j'ai demandé de me filmer d'une façon discrète. Sinon, on peut commencer. Ce sont les conditions que j'ai dites. La deuxième question, parlez-moi sur votre vie. Ben d'accord. C'est très général la question, Mais c'est trop vague comme question. Parler d'une vie, c'est pas aussi facile. Mais on ne peut pas parler dans quelques minutes, dans toute une vie, d'accord? Tout simplement, il faut faire la différence entre la Tunisie et le Tunisien. Moi, je me suis trop retrouvé dans une famille démocrate. Après tout, je ne l'ai pas avoué, rien que parce que ça ne me concerne que moi. C'est pas la peine de l'avouer. C'est comme si c'était un truc intime. Hein. Ah, papa, j'ai enlevé quelques cheveux de mon pubis et tout. Ça se fait pas, c'est quelque chose d'intime. Ah, c'est dur, c'est dur, là, ouais, c'est très difficile. Donc moi je suis Badr, donc j'ai 33 ans. La Tunisie, donc c'est un grand amour. Des moments de faiblesse où on déteste, où je déteste, où je suis en train de vivre, donc par rapport à tout ce qui se passe. Mais je sens, dans certaines situations, on est obligé de faire le volte-face. Donc c'est un jeu de masque qu'on met. Je sens que c'est pas moi, donc c'est une autre personne. Donc il y a une certaine schizophrénie qui est imposée par la société. Un des premiers slogans donc, qui a été lancé, c'était la dignité. Et si on parle de dignité, donc il faut accepter tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne l'a pas encore vu. Avant, je ne comprenais même pas qu'est-ce que c'est une homosexualité. Surtout que j'ai découvert ça à l'âge très précoce, à l'âge de 6 ans. Donc, on est encore gosse, on ne comprenait rien. Je comprenais qu'il y avait une attirance vers le même sexe que le mien. Et là, j'ai essayé de comprendre. Bon, puisque je suis jeune, il y avait l'Internet, donc ça m'a beaucoup aidé. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir mes contacts, j'ai commencé à grandir, et à avoir des coups de un peu de là et tout. Bon, voilà. Oui, donc je suis gay et je le suis ouvertement. Donc j'ai fait mon coming out auprès pratiquement de tous mes amis. Et il y en a qui l'ont accepté avec grande facilité. Il y en a d'autres qui se sont éloignés de moi, donc ils l'ont pas accepté.
Donc il y a beaucoup de menaces, il y a un climat, je dirais, je ne veux pas être pessimiste, je suis l'éternel optimiste moi, mais quand même il y a un certain climat d'insécurité qui règne un peu dans le pays. Oui, donc il y a eu quelques menaces qui m'ont poussé à changer le lieu de ma vie, de mon travail, donc il y a à peu près une année de ça. The countries of the Organization of Islamic Cooperation, OIC, abandoned the session of the UN Human Rights Council in protest against the celebration of a special session about gay, lesbian, bisexual and transsexual rights. Those who are lesbian, gay, bisexual or transgender, let me say, you are not alone. These countries consider there isn't any direct relation between human rights and sexual freedom, and they accuse the Western world of trying to impose their own ideas on the rest of the world. Any attack on you is an attack on the universal values the United Nations and I have sworn to defend and uphold. But today, I stand with you, and I call upon all countries. Que la situation va changer après le printemps arabe. C'est pas un printemps, j'insiste. C'est pas un printemps. Oui, ça va changer, mais vers le pire. Le monde gay ici se cache. Moi, je suis un étudiant en doctorat, j'ai 33 ans. Les Noirs, ils sont un peu plus ouverts. Il y a des gens qui peuvent se manifester, se présenter. Mais pour le Sud, c'est non. Il est un peu fermé. Tout le monde se connaît, tout le monde il se cache. Avant la Révolution, la vie gay, elle était plus libre que maintenant. Avant la Révolution, il n'était pas sévère avec les gays, il n'était pas assez sévère. Mais maintenant, tu trouves la stigmatisation et la discrimination de partout. On a beaucoup d'amis qui ont parti en Europe, en Amérique, à cause de leur situation sexuelle. No, you can't live with the feeling of security, you know. Yes, I have some memories about what happened here in Tunisia and what happened in Egypt, certainly, and of course Libya. I would consider ourselves a little bit lucky. We started it, yes, but we didn't have as much losses as talking about life, about this, you know. So I remember that it was really frustrating, but at the same time we had a very liberating feeling, you know. Now we're going through a very transitional phase that's really hard to live, but it's not a priority right now. I don't think that there's anything benefic for the LGBT community here in Tunisia. Le printemps arabe, donc c'est assez dur en fait. Pour nous, c'était très important de brandir le drapeau gay parce que c'était quelque part une documentation de ce qui s'est passé en fait. Il y a les gens qui disent donc là, d'où est-ce que vous sortez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous faites quoi ici?
Maintenant, il y a eu cette révolution, il y a eu ou bien ce mouvement, il y a eu le départ de Ben Ali, de la dictature et tout ça. Et maintenant, vous voulez profiter de ce moment historique. Donc, il y a eu des agressions. Et là, on s'est dit vraiment, est-ce qu'on a bien fait de faire partir donc, Ben Ali? Personnellement, j'ai senti qu'il y a un autre genre de dictature qui va immerger. ولكن القانون التونسي يتعامل مع جميع المواطنين على أساس أنهم مواطنين كاملي الحقوق والواجبات. Bon, je ne défends pas la dictature. Jusqu'à maintenant, je ne regrette pas le fait que Ben Ali a quitté la Tunisie. Sauf que j'ai beaucoup mieux espéré que ça soit beaucoup mieux que maintenant. القانون التونسي يجرم جملة من التصرفات. يجرم الزنا، يجرم الاغتصاب، يجرم الفاحشة. C'est la religion et ce qui est politique. Le sacré et le sale, ça ne peut pas être regroupé. Ça ne peut jamais être regroupé. يجرم العلاقات المثلية في فصل 32 ولا وجود لأي نوع من أنواع القسم. On veut que les droits de l'homme, pas les droits de ça et de ça, on veut les droits de l'homme soit à tout, que ce soit un homo, une lesbienne, un hétéro, tout, se partagent les mêmes droits. Il y a dans la vie sociale et tout, il y a un petit peur qu'ils connaissent que je suis un homo. Quand on reste dans une café ou tout avec des hétéros, on entend des chuchotements, des paroles sur des mecs homo et tout. Dans le côté policier et tout, des insultes et tout dans la rue quand ils trouvent un homo dans une voiture ou tout. Des salafistes qui font des comptes, des faux profils et tout, qui parlent avec des gays, ils l'emmènent aux rues et ils le frappent. Et même il y a des crimes. Plusieurs fois que mes amis disent que je peux sortir et je peux aller loin et tout, mais je veux pas. La révolution n'est pas terminée. Lorsqu'on va changer, on espère bien avoir quelque chose de mieux et non pas quelque chose de pire. Sinon, on garde ce qu'on a avant. Mais en contrepartie, en Tunisie, on a des milieux et des boîtes. Là où on peut aller, on est à l'aise et on baise comme on veut. Franchement, c'est pas lorsqu'on dit à un salafiste qui a été victime, c'est que la vie en noir et c'est comme si on était... Non. Mais moi, personnellement, je m'oppose. Je réponds. Je me laisse pas faire. Je me laisse pas être harcelé ou bien insulté ou peu importe. Je réponds. On connaît plein de gens qui sont ou bien qui ont été incarcérés suite donc, à l'application de l'article 230. Il y a plusieurs personnes qui disent que cet article n'est pas appliqué, c'est une loi morte. Ça dépend des juges. Il y en a qui l'appliquent à la lettre et il y en a qui ne l'appliquent pas. On parle toujours de liberté, de dignité et tout ça, et après on dit que si quelqu'un a fait un rapport sexuel avec une autre personne du même sexe, donc il doit être mis en prison. Non. Depuis le 14 janvier 2011, il y a eu à peu près 13 meurtres. Je vois que c'est énorme. Pour 3 ans de prison, pour 3 ans, c'est
Pour moi, c'est très dur à accepter, donc je peux pas l'accepter. Même le droit le plus élémentaire, donc c'est le droit à la vie, il est menacé. Donc les gens vraiment se battent maintenant pour vivre. L'homophobie, les stigmatisations, les discriminations, c'est le pain quotidien des gays tunisiens. J'espère qu'un jour, on pourra vivre sans ces préjugés-là, sans ces clichés-là. Et on pourra un jour donc parler vraiment de dignité et de citoyenneté surtout, de citoyenneté à part entière pour tous les Tunisiens. Comme être athée ou bien être chrétien ou bien musulman, déiste, peu importe. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui ne te concerne que toi-même, ce qu'on appelle une liberté personnelle, un choix personnel, non, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va être lui, ou quelqu'un qui aura mal de ça. On a le droit de l'être. Peu importe, que ce soit religieux ou bien sexuel ou bien peu importe. Tant que ça ne nous concerne que nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je pense de... J'ai commencé, je t'ai dit que je l'ai vécu, j'ai participé, et il faut savoir, c'est un automne arabe, un hiver arabe, espérons bien que ça vienne le printemps, lorsque la Nahda quitte la Tunisie. Ok. Je crois que c'est tout, non? Ça, j'ai tout pour... Qu'est-ce qu'il y a de plus? Bien, mais merci pour votre attention. Maintenant, nous allons discuter sur le contenu des documentaires. Et selon l'expression déjà rancière, le caractère performatif de l'art et de la littérature, tout comme la structure de la rationalité, est une forme de production des sens qui intervient dans la réalité historique et qui propose d'autres configurations spatio-temporelles. Notre intention ici est de proposer une lecture à partir de films documentaires sur ce qui se passe dans diverses régions du monde où la société met son veto sur une certaine forme d'existence. La Tunisie, tout d'abord, pays où a commencé le printemps arabe, une révolution pour la démocratie qui ne s'est pas achevée pour tout le monde de la même manière et dont les silences ou les îles sont parfois les solutions pour vivre avec une certaine tranquillité pour la communauté LGBTIQ+. Et d'autre part, l'Espagne, où la législation est plus favorable, mais où fuir les villages pour les grandes villes est un moyen de survie pour de nombreuses personnes qui ne veulent plus subir les jugements liés à leur sexualité. Nous allons parler des problèmes de la communauté LGBTQ+, et de leurs difficultés à s'épanouir pleinement en tant que sujet lorsque leur sexualité est exclue de l'espace public. La première constatation qui s'impose, c'est qu'il y a un grand problème avec l'existence de ces personnes. Premièrement, il y a un problème avec la reconnaissance de l'individu comme sujet. Il est nécessaire d'avoir la présence de l'autre qui donne la qualité du sujet politique-social à une personne. Selon Nancy Fraser, à partir de la philosophie de Hegel et la phénoménologie de la conscience, la reconnaissance désigne une relation réciproque idéale entre sujets, dans laquelle chacun se voit comme soi et aussi comme séparé de lui-même. Et cette relation est considérée comme constitutive de la subjectivité. On ne devient sujet individuel qu'en reconnaissant un autre sujet et en étant reconnu par lui. Mais si l'assistance des personnes LGBTQ+ est interdit dans cette société et que cette société démontre son rejet, comment est-ce que l'assistance de ces sujets serait possible? Ce qui s'est passé durant le printemps arabe au cours de l'année 2011 est très significatif. Dans ces manifestations,
parmi la population qui a protesté contre l'oppression d'un gouvernement totalitariste, les membres du collectif activiste LGBTQ+, pouvaient montrer les drapeaux arc-en-ciel. Cela fut possible non pas par tolérance à la diversité sexuelle, mais par méconnaissance de sa signification. L'impossibilité de sémiotiser ces drapeaux signifiait que leur exhibition était tolérée, c'est-à-dire l'invisibilité est l'unique façon d'être acceptée par une société contraire à la diversité sexuelle. Une des principales devises de la lutte pour les droits de la communauté LGBTQ+, est la visibilité. Traditionnellement, l'assistance des personnes qui divergent de la cis-hétérosexualité a été possible grâce à l'exclusion, et l'auto-exclusion par sécurité aussi, de l'espace public. C'est une réaction liée à des siècles et des siècles de censure, violence physico-symbolique et rejet pour la population LGBTQ+, en général. Cette situation est très similaire dans la grande majorité des pays. La diversité, concentrée spécialement sur l'homosexualité, a été un péché d'un point de vue religieux, un crime d'un point de vue juridique, une maladie du point de vue de la médecine, tout comme l'explique Foucault dans l'Histoire de la sexualité, et un acte immoral du point de vue de la moralité générale de la société. Tous ces éléments ont fait que l'expérience de la sexualité a été profondément marquée par la peur de subir les conséquences de vivre ouvertement et librement selon les sentiments de chacun. Si l'on se réfère à la théorie des genres de Judith Butler, la sexualité est une performance, c'est-à-dire la somme d'un conglomérat de discours qui sont activés pour différents acteurs. Nous pouvons dire qu'invariablement, la sexualité est très présente comme performance, mais presque toujours discrètement. Le code utilisé pour son expression a été atténué et seulement connu par ceux qui apprennent ces formes d'expression propres, quand cela a existé. Et je dis bien, quand cela a existé, parce que l'histoire de ces personnes a été vécue à travers la censure et l'autocensure. Si la langue ou toute autre forme d'expression humaine est inhibée, comment est-il possible d'établir une connexion avec les autres ? Pourrions-nous concevoir une relation dans laquelle nous nous révélons tels que nous sommes? Pour des millions de personnes dont l'assistance est censurée et vécue comme inexistant interdit, la vie devient une sorte de schizophrénie. La condamnation de vivre publiquement sans pouvoir montrer toute la complexité de notre propre personnalité. La peur est un élément très important dans l'évolution des sociétés. L'anxiété de subir des dommages a fait que la population se conforme à l'ordre. La biopolitique, selon Foucault, c'est l'ascension des discours du pouvoir avec une naturalisation qui fait invisible les mécanismes de la puissance. Dans une société hétéropatriarcale, la crainte d'être découvert et les représailles liées à l'accusation de vivre un péché illégalement ou immoralement a fait que la répression et l'autorépression soient habituelles. C'est la victoire d'une vision de la vie qui condamne certaines formes d'existence. Face à l'impossibilité de vivre avec visibilité, les gens n'ont d'autre choix que de se cacher. C'est pourquoi les personnes du documentaire en Tunisie sont seulement des ombres. Leur silhouette et leur voix sont l'unique évidence de leur présence dans la société. Ils sont condamnés à vivre dans l'obscurité sans opportunité de s'exprimer sur leur identité ou orientation sexuelle dans les rues. Leur sexualité devient clandestine pour la société et la sensation de liberté est suspendue. Par conséquent, beaucoup de personnes vivent dans la solitude. C'est pourquoi j'ai filmé dans le désert, par exemple, pour augmenter la sensation de solitude et d'isolement. Dans ce type de société, l'assistance d'un homme tunisien n'est tolérée qu'à travers les mariages hétérosexuels. S'éloigner de sa famille et de ses amis est l'unique opportunité pour vivre librement sa sexualité. La pression sur ces personnes LGBTQ+, est tellement forte que l'unique solution est de fuir, comme d'exiler et même vivre comme des réfugiés dans des pays européens. L'important nombre d'exilés pour leur identité ou leur orientation sexuelle
a pour conséquence la migration annuelle de centaines de jeunes et moins jeunes vers certains pays européens où ils savent que leurs droits seront mieux respectés que dans leur propre pays. C'est le cas de la population tunisienne, marocaine ou maghrébine en général, par exemple. Mon expérience durant le tournage de mon documentaire a été très éloquente à cet égard. La fuite n'est bien sûr pas la solution, mais semble être l'unique issue pour ces personnes. Certains activistes restent dans ces pays, mais leur acte de bravoure doit malheureusement rester privé. Judith Butler, à travers la pensée de Michel Foucault, aborde la parésia. Avec ce terme, elle parle de la bravoure de la prise de parole en public et dire la vérité contre les pouvoirs, sachant que cela aura des répercussions vives. Proférer aux puissants la vérité est un authentique acte de courage en toute connaissance des risques que cela puisse engendrer pour les locuteurs. Il est vrai que l'expérience non cis-hétérosexuelle est vécue en privé dans ces pays et qu'il n'est nullement possible d'exprimer et de parler ouvertement de cette sexualité, mais il y a une multitude de signes qui ne peuvent être cachés, tels qu'être un homme efféminé. Le corps parle quelquefois involontairement, de manière autonome, et tous ces gestes construisent en partie le genre dans un sens contraire à celui de la majorité. C'est le cas du jeune homme qu'on aperçoit devant la fenêtre au début et à la fin du documentaire en Tunisie, dont la kinésique montre un type de mouvement non représentatif de la masculinité hégémonique. J'ai parlé de la situation en Tunisie, mais c'est aussi le cas chez les hommes homo, notamment dans les vestiaires de gymnase en Espagne ou France, qui doivent réprimer tout geste suspect de non-hétérosexualité. Le contrôle des corps, le contrôle des mouvements devient la stratégie suivie par ces personnes pour survivre. Être invisible est synonyme d'une vie sans peur. L'effacement de la corporité, sa déformation, devient un ordre. Sinon, inévitablement, la violence arrive. Comment vivre sans montrer sa corporalité? Par exemple, c'est un grand problème pour des millions de personnes trans qui habitent différents pays. Si le dénommé cispassing, c'est-à-dire l'invisibilité d'être trans, n'existe pas, la différence émerge implacablement contre ces personnes. La personne n'est définie plus que par sa sexualité et la condition trans se transforme en caractéristique essentielle pour la construction de l'être et toutes les significations négatives émergent. Ces personnes sont montrées du doigt dans les rues et leur vie devient plus dangereuse. Ainsi, devant l'impossibilité de se dissimuler, la seule solution qui reste est l'exil. Des zones rurales aux villes pour passer inaperçues ou vers d'autres pays où l'air différent n'est plus en danger. Il s'agirait de cacher les attraits de la sexualité pour s'immerger dans l'épaisseur des signes d'une autre culture où ils n'ont aucun sens négatif, tout du moins où il n'y a pas de danger imminent. Mais si certains problèmes ont disparu, d'autres commencent à apparaître. La condition des migrants, d'exilés et la racialisation émergent et rend la vie plus compliquée pour ces personnes. Vivre en exil semble être le seul mode de vie pour beaucoup de personnes. Cependant, une vie en fuite, c'est une vie de solitude. Bien sûr, cette personne trouvera de nouveaux amis en ville ou à l'étranger, amis avec qui vous pouvez montrer ouvertement votre sexualité sans crainte de représailles. Elle pourra aussi sortir dans des espaces d'homosexualisation où elle peut vivre sans peur. Mais le prix à payer sera une nouvelle discrimination liée à son lieu d'origine, en plus de la résignation, l'abandon de sa famille, son lieu d'origine, ses amis. C'est-à-dire que vivre en liberté en termes de sexualité, c'est devoir accepter de renoncer à des éléments positifs de sa vie antérieure. Face au système binaire sexe-genre, l'unique issue de sortie sera-t-elle la fuite? Si le prix à payer pour satisfaire une facette de la condition humaine, soit la sexualité, et de laisser derrière soi tout ce qui vous apporte du confort, il n'est pas étonnant que depuis des siècles, il y a des gens qui vivent dans les placards.
De ce point de vue, renoncer à vivre sa sexualité, c'est accepter de vivre de façon incomplète. Mais malheureusement, tout le monde ne peut s'éterniser à ce stade. La souffrance peut être insupportable et la recherche de solutions commence par le désespoir de vivre une vie non désirée. Il y a deux solutions possibles, mais ce ne sont pas les seules uniques. La première est rester au pays et traiter de changer la situation. C'est la condition propre des activistes qui, à l'intérieur de ce pays, travaillent pour modifier les conditions de la population LGBTQ+. Cette décision comporte de grands risques, mais c'est aussi un geste de générosité avec les autres confrères et consoeurs. Cet activisme est un acte pour soi-même, bien sûr, mais aussi pour le reste des personnes vivant dans cette région. Et les actions sont devenues des actes de solidarité qui favorisent le passage de la conception individuelle à collective. C'est le cas de l'association tunisienne Majoudine qui fournit, entre autres, la réalité avec l'obtention des droits fondamentaux. La considération d'égal avec ces personnes dans la communauté est très importante parce que nous ne parlons pas de miséricorde avec une conception hiérarchique, mais plutôt de configuration d'une communauté avec les mêmes problèmes et traits communs. Dans le documentaire de la Tunisie, un interviewé dit « Ici, tout le monde se cache ». Mais tout de même, il y a connexion avec les autres. Le problème, c'est que ce type de relations sont vécues en privé, c'est-à-dire que ce type de communauté est écarté de la sphère publique, entendu selon Jürgen Habermas comme constitué de personnes privées réunies en tant que public et articulant les besoins de la société avec l'État, fin de citation, mais où tout le monde a la même considération sociale. Est-ce qu'une personne peut devenir un sujet politique si la possibilité de participation publique est refusée? À mon avis, la réponse est non. La chance de participer comme un sujet complet dans les processus démocratiques, quel que soit le pays, sont les clés du développement personnel et par conséquent social. Si cette opportunité n'existe pas, l'unique solution est l'exil, c'est-à-dire fuir vers les pays avec des droits pour la communauté LGBTQ+, et possiblement se résigner à la solitude à l'étranger ou dans les grandes cités, mais aussi dans les zones rurales, comme c'est le cas de l'Espagne dans le documentaire que vous avez vu. La protagoniste du documentaire sur la situation des personnes diverses sexuellement en Espagne est une jeune femme de 14 ans. Il y a beaucoup de participants, mais le rôle principal revient à Carla, une fille qui n'a pas pu résister plus longtemps aux taquineries et à l'agression et a décidé de se suicider. Les images que j'ai filmées traitaient de remuer la solitude de ces personnes. L'isolement qu'elle a subi, la moquerie, le bullying ou le harcèlement, cela l'a conduit à mettre fin à ce jour de la manière la plus tragique possible. J'ai pris du recul, et je pense maintenant, sur sa situation, sa douleur, son désespoir. Et j'ai trouvé cette situation très triste dans un pays où, soi-disant, il est que les conditions pour la population LGBTQ+, sont très favorables. Mais parfois, les jeunes ne supportent pas cela et le réactionnisme envahit les salles de classe. Dans un monde qui vit encore dans l'illusion du progrès continu, nous voyons que cela effondre. Et depuis les COP enseignants, on nous alerte sur certains comportements qui reflètent les sombres destins de notre époque. Il n'existe plus de loi, certes, mais nous devons aussi garder à l'esprit la pensée benjaminienne de l'histoire. Mais je ne veux pas être pessimiste. Nous sommes aussi dans la deuxième décennie du XXIe siècle, où la cyberculture est une réalité, mais aussi un nouvel espace d'expression et de coexistence. En paraphrasant l'interrogation de Miquel concernant l'opportunité de projeter sa méthode d'analyse culturelle sur le patrimoine, les choses peuvent-elles être ou raconter d'histoire? Et je me demande, puis-je reproduire avec mes documentaires la douleur des autres, comme le titre du roman de l'auteur espagnol Miguel Ángel Hernández à propos de l'idée de Susan Sontag?
Je m'interroge sur les limites de la représentation d'un point de vue occidental, mais qui peut contribuer ou non à la décolonisation des pratiques culturelles. C'est pourquoi j'apparais en posant des questions et je laisse parler les protagonistes pour témoigner du mécanisme d'énonciation dans mes films. C'est une stratégie visant à révéler l'auteur du texte audiovisuel afin de susciter une plus grande attention envers les discours générés dans les documentaires. Selon la théorie du cinéma documentaire, et je parle de Bill Nichols ou Eric Bagnow, ce genre implique la conscience de la responsabilité éthique avec les sujets qui apparaissent. Notre compromis, comme actrices et aussi académiciens, est important. Nous devons reconnaître nos limites en tant que créateurs de documentaires et être vigilants avec le type de représentation que nous faisons. Et aussi quand nous parlons sur la solitude. Merci beaucoup pour votre attention.